Qu'est-ce qu'on. Si on ne travaillait pas, on n'était pas payé. On était payé la tonne de ça. Dur, oui, difficile, oui, il fallait quand même savoir la sorte de galets qu'il fallait ramasser. On ne ramassait pas n'importe quoi. Ça, c'est trop facile. On les ramassait un par un, c'était très. On ramassait les ronds. On ramassait que les ronds. Un gros soir, pas d'importance, il fallait qu'ils soient ronds sans être troués, rien du tout. Il faut avoir l'œil, quoi. Il faut avoir l'œil. Oh, il y avait le poids, forcément. Puis il y avait le truc des marais, il fallait suivre les marais, quoi. On ne peut pas dire que c'était payé énormément. On avait surtout nos charges à payer, quoi, c'est ça. Comme tous les artisans. On passait aller dans les broyeurs, il y avait des gros broyeurs avec, pour les usines, quoi. Puis les noirs, c'était pour la céramique, tout ça, la faïence. Je faisais cuire. On faisait des bateaux de galets dans le temps. On chargeait des bateaux sur les bassins des journées entières. Oh, c'est pas un métier de tourpeau. Il faut être costaud, quoi. Tout le monde ne pourrait pas le faire. Bon, on disait le dernier galérien, alors. Il m'avait appelé comme ça. Dernier galérien, sur les articles de journaux, ils mettaient ça. Ça a été beaucoup après la guerre de 14, comme on a toujours dit, quoi. Il y a 200 femmes qui ramassaient des galets à la haute sur le tréport. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'en ai connu aussitôt avant la guerre. Aussitôt après la guerre, il y avait des femmes, ils le faisaient encore. Vous savez, les femmes, il n'y a pas de boulot. Entre les deux guerres, on pouvait assister sur cette plage à une activité bien particulière, celle du ramassage des galets, ramassage qui se faisait en grande partie par des femmes, quelques hommes malgré tout, de galets de couleurs bien précises, de calibre étudié, en vue de l'exportation de ce matériau vers l'Angleterre. Le ramassage se faisait à l'aide de petits paniers que les femmes remplissaient pour verser ceci dans des hottes faites de bois déroulé, pris sur le dos. Les femmes remontaient ça jusqu'à l'extérieur de la plage, auprès du casino ou auprès du pied des falaises, en vue du stockage. Le ramassage se faisait hors saison balnéaire, c'est-à-dire que ça cessait fin juin pour reprendre début octobre. On ne ramassait pas les galets pendant la période estivale. Le ramassage des galets entraînait aussi la circulation de tombereaux à travers les rues du Tréport, ou tout au moins une rue réservée au passage de ces tombereaux qui abîmaient les chaussées. Alors ces galets étaient exportés dans la quasi-totalité vers l'Angleterre pour fabriquer ce que l'on appelait la porcelaine de fer ou pour faire des abrasifs.
Moi, je plaignais très sincèrement ces femmes qui, non seulement passaient leur journée penchées, courbées en deux pour ramasser des galets, portant de très lourdes charges, pour gagner quoi? On aurait dit peut-être le sel de leur soupe, c'était des gagnes petits, c'était des miséreuses. Elles faisaient ça l'hiver, quand il y avait assez peu de rendement du point de vue vente de coquillages, mais l'été, elles allaient ramasser des moules et des vignots dans les rochers. Le cheval marchait au pas. Un chariot plein de galets devait peser, que sais-je, pas simplement la tonne peut-être. Mais alors, lorsqu'il s'était déchargé, le conducteur, qui voulait revenir le plus vite possible pour recharger son tombereau, fouettait son cheval et c'était au galop qu'il revenait vers les galets, vers l'endroit de stockage. Ils étaient payés au volume transporté. Alors ils ne voulaient pas perdre un tour parce qu'ils étaient plusieurs, il y avait 5 ou 6 entrepreneurs de ramassage de galets. Et ce travail n'existe plus maintenant, réjouissons-nous, parce que c'était vraiment travailler très dur pour gagner très peu d'argent. Pour moi, le Tréport, s'il a changé beaucoup, après la guerre, le port, il n'a pas changé. Le port, il est toujours le port. Le phare est toujours le phare. Oui, il y a une ambiance. Il y a cette ambiance de tous les matins avec tous les petits vendeurs qui vendent le long du quai. Il y a énormément de bateaux de pêche. J'aime le Tréport. Il y avait moins la notion de rentabilité, comme dans tous les domaines. Je veux dire, c'est pas seulement la pêche, mais la pêche n'est pas exclue de cet aspect-là. Hein. La notion de rentabilité, aujourd'hui, il faut que ça gagne, quoi. Hein. Donc, on a forcément les dents, je pense, un peu plus longues. Et puis, tout ça, ça énerve. Et le métier change.
mois de mars, on attaque la sole. On fait 1 mois et demi de sole. Et puis après, on fait la sèche pendant 2 mois. Puis après, on retourne à sole. On fait la sole jusqu'au mois de septembre, octobre. Novembre, décembre, on fait le bar et puis le gabillot. Au début, on fait que le casier, mais là, comme la sèche, ça commence à couper, on met un peu de filet pour compenser pour faire plus de sèche, quoi. Pour que ça soit plus rentable. Et puis là, on essaye de chercher un peu de gros sol, comme en ce moment, les prix sont pas mal en criée. Et puis là, on a viré nos jeux, il y a un peu de carnet, il y a un peu de sèche, c'est pas mauvais, quoi. Il y a un peu de pêche, quoi. Alors, moi, j'ai 3 gars d'équipage, donc il y a le vireur à la machine, et puis il y a 2 rabatteurs. Depuis l'âge de 10-12 ans, je voulais faire ce métier-là. Mes parents, eux, voulaient que j'aille en maçonnerie, ils m'ont compris. Et moi, c'était soit la mer ou soit la ferme. Et puis, j'ai choisi la mer. Mon père est ancien navigant, mon oncle est ancien navigant. Et puis, moi, ça fait des années que je voulais le faire, puis j'ai réussi à le faire. En fait, j'avais mon père qui allait à la mer, et puis j'ai fait une fois ou deux avec lui, puis ça m'a plu. Et après, j'étais 3 ans à l'école maritime à Boulogne. J'ai fait 7 ans avec mon ancien patron, puis là ça fait 3 ou 4 ans que je suis là. J'ai choisi parce que j'étais une fois ou deux avec mon père en fait, puis ça me plaisait. Quoi. Ça me plaît parce que j'aime bien être en plein air. Voilà, tout ça à peu près le même rôle. Moi je suis mécanicien. Moi j'attrape les bouées, je vire les filets et après je passe les filets au gars derrière, je fais les filets, après je leur donne un coup de main à enlever le poisson, après je trie le poisson avec eux. Voilà, mon travail c'est ça, c'est les aider, attraper les filets, leur donner un coup de main et trier le poisson. Voilà, on est parti depuis 5h ce matin. Là, on va rentrer vers, vers 15h. De 5h à 15h, ça fait pas mal d'heures quand même. Voilà, il y a beau temps, ça va, mais quand il y a mauvais temps, c'est un peu plus dur quand même. Et quand il y a mauvais temps, il faut faire attention à tout le monde, on surveille tout le monde. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Quand il y a quelqu'un qui file, comme lui, il file les filets dehors. Si c'est grâce à accroché, il peut partir à l'eau, faire attention à tout le monde, on surveille tout le monde. De toute façon, quand il y a mauvais temps, on regarde. On amarre les bacs pour pas que les filets se promènent, pour la gîte. On surveille les caisses de poissons pour qu'ils se barrent, qu'ils tombent, qu'ils se renversent. De toute façon, dès qu'il y a mauvais temps, il faut surveiller tout le monde et amarrer tout ce qu'il faut amarrer à bord. Moi, ça va faire 14 ans. 14 ans et ça fait 7 ans que je suis sur ce bateau-là. C'est de père en fils. Mon père était marin-pêcheur et puis moi ça m'a plu, j'ai été marin-pêcheur. L'été, voilà, on est dehors, on est au soleil, on est bien. Et ceux qui travaillent dans l'usine, ils sont enfermés, on est toujours dehors. Et le plus chiant pour nous, c'est le mauvais temps. Sinon, nous, la mer, c'est agréable. Famille de pêcheurs, chez mes cousins, mes oncles, tout le monde était pêcheur. Et mon frère, qui commande le Mont-Vieux. Et mon père avait des chalutiers avant, il faisait le chalut. Mais j'ai mon grand-père qui était un trémailleur après, qui a lancé le métier de trémaille au tréport. Et puis maintenant, on fait que le trémaille et le casier. Bon, le métier a changé quand même, hein, dans tout. On est obligé de mettre un peu plus de longueur. Le matériel a bien évolué, quoi, plus pêchant. Pour capturer le poisson, il y a plus d'appareils maintenant. Même au point de vue sécurité, tout ça, ça a beaucoup évolué, quoi. Si on est sérieux, on arrive à en vivre. Faut bien gérer son affaire, quoi. À partir de 16 ans, j'ai navigué sur la petite Mélanie. Après, j'ai navigué sur le Bijou.
C'est là que j'ai commencé à commander un peu le bateau de mon père. Et puis après l'Anaïs. Et puis aujourd'hui, après j'ai commandé pour mon oncle, qui avait ce bateau-là, le Narval. Et puis je lui ai racheté en 2002. Mon père et mes 2 oncles sont en retraite. Et puis j'ai un de mes cousins qui avait un bateau qui est en retraite aussi. Et puis j'ai un autre cousin qui, son bateau est en vente et puis il va arrêter aussi. Donc il n'y a plus que moi et mon frère qui commandent le Montvieux dans la famille Billet en pêcheur. Puisque les autres sont partis vers d'autres directions de travail. On a de plus en plus de mal à trouver d'équipage quoi, dans toutes les filières de la pêche, quoi. Il n'y a pas de férié, il n'y a pas de week-end. S'il y a de la pêche, c'est le week-end. Il n'y a pas de férié. Puis c'est beaucoup d'heures quand même. Du hareng, la crevette vivante. Donc les eaux sortaient des balcons, des portes. Les femmes ne travaillaient pas à cette époque-là, donc on vendait un petit peu quand même. Ils me connaissent que sur le nom de Didine. C'était plutôt une vocation, je le faisais par plaisir. Hein. Donc je passais dans les restaurants, donc je servais un petit peu le bon accueil. De temps en temps, la dame me prenait quelques sols, quelques carlets. Après, j'avais une dame là qui travaillait, elle donnait les places au cinéma, me prenait une petite sole. La dame d'à côté, quelques bulots. Et après, il y avait le restaurant, le bon accueil qui va arriver là-bas. Donc en saison, quand il y avait des clients, si je ne chantais pas une chanson, elle ne m'achetait pas, la dame. Donc je chantais une chanson aux clients et après, elle me prenait un petit peu de marchandises. C'est fou ce que je peux t'aimer, des fois, je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Alors quand j'étais gamine, il y avait les concours de la Pie qui chante dans les cinémas à l'entracte. Donc c'est Jean Nohain qui est monté voir mes parents pour aller chanter au petit conservatoire de Mireille. Je suis restée 4-5 jours, puis après j'ai voulu rentrer au Tréport pour vendre du poisson. J'avais à peu près 10 ans, 10-12 ans, pas plus. Et après, bon, mes parents, ils voulaient que je chante. Donc j'ai fait le radio crochet du vin des Rochers. J'ai fait des concours comme ça. J'ai été au Casino Trouville, Deauville, à Laon. J'étais à l'Olympia, faire juste une émission comme ça, puis je suis revenue. Je suis partie en voiture avec des marchands de chaussures qui m'ont ramenée. Parce qu'au jour de mes 16 ans, t'aurais pu être le petit gars qui m'a souri quartier Saint-Jean et qui m'a prise entre ses bras. Parce que les mots qu'il m'a dit m'ont comme toi rendue heureuse et que j'ai fait du paradis avec le bleu de ta vareuse. Je t'aime. J'aime pas tout ce qui est obligation forcée. Donc si je vends du poisson, c'est parce que ça me plaît, que je me sens bien dans mon élément. Les gens sont sympas. J'aime bien ma petite vie tranquille. J'adore le Tréport, j'adore la nature. J'étais pas faite pour vivre à Paris. Hein. Donc, avant ici, c'était un petit restaurant. Ça s'appelait Madame Marthe. Donc, je venais livrer et je servais par la petite cave derrière. On descendait des escaliers en bois. C'était l'ancienne cuisine à la crème. Elle faisait même de la roussette, des petits carlets frits pour les gens. Par ici, il y avait des armements de pêcheurs qui vendaient des filets et tout. Mon père était tailleur ici. Tailleur en culotte de cheval.
Je suis restée jusque 5 ans ici, au 46. Donc je montais toutes les rues avec ma voiture à bras, la balance Roverval, les papiers et tout. J'y pensais pas, j'étais jeune. Et ça variait entre 150 à 200 kilos à bout de bras. J'ai eu mon accident en 62, donc j'ai tombé du haut du quai. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plus le droit de naviguer parce que dans la marine, c'est très strict. Dès qu'on a un handicap, on n'a plus le droit de naviguer, donc on vous débarque, vous n'avez plus le droit d'aller sur un bateau. Donc à ce moment-là, j'ai travaillé à terme. Après, j'ai rentré chez des Jonquières, Saint-Gobain, à la Verrie. La vie est très dure quand on sort d'un milieu maritime. En plus de ça, j'étais un fils de patron, donc c'était encore autre chose. Et ça retrouver ouvrier, c'est un peu dur. Et la mentalité n'est pas du tout pareille. Hein. La mentalité des marins pêcheurs et la mentalité des verriers, ça n'a rien à voir. C'est terrible d'être enfermé quand on a toujours vécu à l'air. C'est terrible. Hein. Puis la chaleur et tout. Nous, on était plutôt habitués au froid. Et ce qui est très dur, c'est d'être un peu surveillé, parce que dans la mer, à la mer, on savait ce qu'on avait à faire. C'est surtout la liberté de mouvement. Je faisais ce que je voulais, j'étais fils de patron. Je me retrouve dans un métier que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais travaillé à terre. Je ne savais pas ce que c'était que la terre, moi. Et me retrouver commandé par des gens que... Et puis apprendre tout, en plus. Puis bon, de temps en temps, je piquais des coups de sang à l'usine. Et puis je revenais au bureau de marine, puis je disais, bon, vous écrirez à la marine que je veux renaviguer. Alors au bout d'un moment, le syndic, il en a eu marre, il m'a dit, bon, monsieur Laurent, Paris m'a envoyé une grande lettre par laquelle que j'étais rayé les cadres de la marine et que c'était plus la peine que je leur fasse une demande, quoi. Bon, puis... Mais je me suis adapté et j'ai fait pratiquement toute ma carrière en tant que délégué syndical. Mon père constitue un témoin privilégié de cette époque, puisqu'il a connu les bateaux de pêche qui faisaient la transition entre la voile et le moteur, avec des malheureux moteurs de 55 chevaux Bolander. Enfin bref, des fois, quand ils arrivaient au bout de la jetée, ils se prenaient une vague, le bateau faisait marche arrière parce que la puissance de moteur était assez faible. Après son accident, en passant de l'état de fils de patron pêcheur à celui de verrier, il a suivi cette mutation technique du tri à la main où on avait 2500 personnes aux machines ultra modernes où on a 1000 ouvriers de moins en l'espace de 30 ans, et ça c'est impressionnant, quoi. Depuis le début de l'année, la situation s'aggrave et les annonces qui nous sont faites au niveau des grands groupes, avec toutes les répercussions que cela va engendrer, nous amènent à affirmer que, sauf changement radical, tant au niveau du pôle verrier que des entreprises métallurgiques, nos industries sont menacées. Saint-Gobain, des Jonquières, Mers-les-Bains, vendus au fonds d'investissement. Suppression de 461 emplois d'ici 2011. Pourquoi? Pour plus de profit. Verrier de la Somme, 40 emplois. Abbeville, pour plus de profit. Aujourd'hui, en 2007, ce sont plus de 1300 emplois supprimés à moyen terme dans notre secteur industriel. Et encore plus de profit dans un minimum de temps pour satisfaire l'appétit de quelques actionnaires et banques multinationales. Alors j'ai commencé à la Verrie des Jonquières en 1970. J'ai fait 32 ans à l'usine et là je suis en retraite. J'ai eu 3 ans de pré-retraite auparavant.
On allait à l'école jusqu'à 14 ans. Et le certificat d'études en poche, eh bien, on quittait l'école pour travailler dans une entreprise. Ce qui fait que moi, c'était assez facile. Mon grand-père était entrepreneur, faisait de la plomberie, de la couverture. Et je suis rentré justement avec mon grand-père et un oncle pour travailler comme plombier-couvreur. Donc j'ai travaillé pendant 9 ans dans le bâtiment. Et ensuite, étant marié, on gagnait quand même beaucoup plus à l'usine que dans le bâtiment. Et les salaires étant meilleurs, j'ai quitté le bâtiment pour aller travailler à l'usine. Presque tous avaient une profession à l'époque. Hein. C'était pas seulement le bâtiment, c'était aussi il y avait des bouchers, des charcutiers, des peintres, il y avait de tout. Hein. La pénibilité des conditions de travail, ça c'est sûr que c'était difficile à supporter, surtout au niveau du bruit et de la chaleur. La chaleur, ça, surtout au début, quand j'ai commencé à travailler, les conditions étaient différentes. Hein. Les fours étaient chauffés au mazout, alors que maintenant c'est plus le gaz. Le bruit aussi, ça c'était quelque chose de très difficile à supporter. Avant, les machines telles qu'on travaillait, c'était des machines pneumatiques. Donc les échappements, tout ça faisait beaucoup de bruit. Alors que maintenant, les machines sont davantage hydrauliques. On ne faisait que des flacons. Mais ça allait du tout petit flacon pour les échantillons jusqu'au flacon de 2 litres qui pouvait être fait pour les plasmas, par exemple, puisqu'on travaillait aussi bien en pharmacie qu'en parfumerie. Donc les plus gros flacons que nous faisions, c'était des plasmas de 2 litres. On n'allait pas au-dessus. Par contre, nous, on était plutôt spécialisés pour la qualité. Alors quelquefois, les fabrications étaient très difficiles à mettre en route. Il fallait quelquefois même plusieurs jours avant d'arriver à avoir le top, quoi. Et une fois que c'était parti, eh bien, c'était le conducteur, le métier que je faisais, quoi, qui était chargé d'entretenir la machine, c'est-à-dire de parer au rebut. Parce que bien sûr, les flacons ne sont pas tous bons et il faut, dès qu'un défaut se présente, arriver à l'enlever le plus rapidement possible, quoi. Dès qu'il arrive une panne, il faut être présent pour répondre à cette panne. Parce que le verre, lui, il n'arrête pas, il continue à couler. Et quand cette personne, le conducteur, doit aller manger, eh bien, il faut une autre personne, un relais conducteur, qui le remplace à la machine. La verrie est quand même bien compartimentée. Il y avait la fabrication, là où je travaillais. Il y avait aussi la préparation, ce qu'on appelait la composition, où là, ils préparaient les mélanges pour pouvoir faire le verre. Certaines matières, il ne faut pas en mettre beaucoup. D'autres, il faut en mettre énormément, comme la silice, comme le sable. Hein. Alors bien sûr, maintenant, au niveau des machines, les anciens sont un petit peu dépassé, puisque c'est surtout l'électronique qui a pris le dessus, quoi. Tandis qu'avant, tout était manuel. Pour nous, ça a été difficile, hein, parce qu'on n'était pas initié à l'informatique. Ça, on a beaucoup de mal à maîtriser. Et au début, quand on nous a installé ces ordinateurs, eh ben, à chaque fois, on se plantait. Hein, on était obligé d'appeler. Et les jeunes conducteurs, on maîtrise. Et nous, c'était pas le cas. Hein. Alors, au niveau de la chaleur, oui, c'est vrai que... Là, c'était vraiment pénible, surtout l'été. Hein. Et je me rappelle surtout en 76, l'année où il a fait si chaud, eh bien, les conducteurs au niveau des machines eh bien, tombaient dans les pommes. Tous les jours, il y en avait. Hein. Et même, il était donné des cachets de sel pour justement la déshydratation. Bon, alors des grèves, il y en avait de temps en temps, bien sûr. C'était toujours lié soit au salaire, soit aux conditions de travail. Bon, quelquefois, ça aboutissait, hein, on arrivait à avoir une augmentation. Ou alors, au niveau des conditions de travail, c'était plutôt lié là, à certains services. Il y avait des services qui étaient plus ou moins pénibles et qui, eux, se battaient pour cette amélioration, d'ailleurs. Enfin, bon, il y a eu des grèves importantes hein, qui ont duré quand même plus de 3 semaines. Bah, c'est 30 ans de travail passés sans vraiment... Oui, il y a un intérêt, bien sûr, mais je garde un meilleur souvenir de mes 9 ans de bâtiment que de mes 30 ans d'usine. Parce que c'est le travail d'usine,
c'est tout à fait différent. Hein. D'ailleurs, quand je suis parti, je ne dis pas que j'ai tiré un trait dessus, mais quasiment, ouais. Et je peux passer devant l'usine, ça ne me laisse pas un souvenir. Il y a eu des bons moments, c'est certain. Il y en a eu d'autres. C'est pas un métier qu'on choisit finalement. On y va plus par nécessité, on y va pour le salaire. Les motivations sont différentes, hein. Mais non. Non, c'est différent. Autant le bâtiment, c'était bien, autant l'usine, bah, c'est l'usine, quoi. Ah ouais. Donc pour faire des perles, on va chauffer ces baguettes à l'aide du chalumeau. C'est une flamme qui est alimentée avec de l'oxygène et du propane. Elle est très chaude. Là, on est à 1200 degrés. Le point de fusion de ce verre est de 850 à 900 degrés en fonction des couleurs. Par exemple, pour les bleus, qui sont beaucoup plus durs, à base de cobalt, on avoisinera les 900 degrés. Pour les couleurs qui sont plus pâles, comme les blancs, on sera plutôt aux alentours de 850. Donc le but du jeu, c'est de chauffer ce verre et ensuite on va l'enrouler autour d'un axe pour former les perles. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à chauffer mon verre, il est très mou, comme du miel. À partir de ce moment-là, on va pouvoir le travailler. Il faut aussi préchauffer le récepteur pour qu'il y ait le moins de différence de température possible. Et une fois que tout le monde est chaud, on va pouvoir poser et enrouler le verre. Une fois que j'ai cueilli mon verre, je le coupe à la flamme. Je vais continuer à chauffer pour arrondir mon verre. Et moi, je tourne toujours pour lutter contre la gravité. Donc là, j'ai pris un autre morceau de verre, c'est du verre blanc. Et je vais pouvoir donc commencer à faire mon décor sur le noyau de la perle. Donc on peut rajouter des couches de verre, hein, on travaille par superposition de couches de verre. Donc là, j'ai fait des points sur ma perle. Plus je vais chauffer mon décor et moins j'aurai de relief. Donc le verre va s'étaler à la surface de la perle et fondre. Je tourne en permanence, toujours pour éviter la gravité. Dès que je vais arrêter de tourner, ma perle va se déformer, elle va avoir tendance à couler. Donc là, vous pouvez remarquer que le verre perd sa couleur dans la fusion. Et il va la retrouver une fois qu'il va commencer à refroidir. Donc là, je vais la mettre dans l'arche de cuisson. Donc la perle va recuire pendant plusieurs heures. Le four va redescendre tout doucement à la température ambiante. Le lendemain matin, les perles seront froides. On pourra les prendre, les tremper dans l'eau et les démouler. Et après les monter en parure, collier, boucle d'oreille, bracelet, etc. Donc le point commun entre une activité artisanale artistique et la verrerie industrielle, c'est la matière. À Saint-Gobain, ils travaillent le verre à chaud, tout est automatisé. Donc la technique est très différente par rapport au matériel utilisé, mais la conception et la transformation de la matière est la même. C'est une fois que le verre est chaud, on le travaille et après on l'amène à recuire. Les deux points communs, c'est ça. Et on peut discuter pendant des heures et des jours avec un verrier qui travaille à Saint-Gobain et quelqu'un qui travaille au chalumeau. On aura toujours quelque chose à se dire.
Les ramasseurs de galets, ils étaient à plusieurs à l'époque quand j'étais gosse, moi. Il y avait la famille Marcassin, dont Lucien a été le dernier ramasseur de galets à cheval. Il y avait donc Floris, son père, avec ses sœurs. Il y avait la famille Grandpont, il était maçon de métier. Il y avait la famille Rouen. Chocard, c'était un qui était en haut de la rue Suzanne. Donc toutes ces familles-là ramassaient les galets là. Et ils allaient livrer avec des tombereaux, ils allaient livrer leurs galets au bassin, avec des chevaux, dans les bateaux qui partaient pour l'Angleterre. Et puis pour la Chine, pour faire de la faïence et de la porcelaine, quoi. Hein. Mais le dernier ramasseur de galets à cheval, c'est Lucien. C'est le dernier, puisque après on en a pu ramasser. Ces ramasseurs de galets-là, ben, c'était vraiment le métier de galérien. Hein. Parce que moi, je l'ai vu, moi, en plein hiver, il tombait des neiges et tout. Lui et sa femme, ils ramassaient des galets. Hein. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est des gens qui ont eu un courage monstre, surtout pour faire vraiment vivre très simplement. Hein. Parce que c'était pas un métier payé vraiment cher. Hein. Je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en 85, quand il a arrêté, il devait faire un SMIG. Vous voyez un peu, c'était vraiment le métier de galérien. Hein. Petit à petit, quand ces gens-là sont partis, personne n'a remplacé. Donc Lucien s'est retrouvé le dernier. « 40 ans, moi, j'ai fait ça. Moi. Alors, mes parents ils ont acheté ça, et mon père avait fait ça, puis il a racheté des chevaux. On a continué là-dedans. Travailler pour les parents, quoi. À l'œil, mais enfin, c'était pas grave. Dans le temps, c'était comme ça. Hein. Il n'y a pas le choix. Vous voyez quand même au